et que pour les raisons professionnelles, on a dû fixer la date pour retenir une autre série. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes là présents aujourd'hui. Donc, c'est un grand plaisir parce que moi, personnellement, depuis que je suis tout petit, je ne connais pas Sambakane. Ça paraît bizarre. Parce que je vais raconter hier à un de nos grands frères ici, il me dit boy, yo, pas grand quoi. Boy, yo, n'est pas quoi. Parce que je lui disais que quand j'étais plus petit, dans mon quartier quand même, il y avait cette tradition de lecture. Les grands frères avaient l'habitude de lire tout ce qui leur tombait sous la main, des 11 mondiales, des France football, des journaux Sud Hebdo, Cafard Libéré. C'est tout le temps moi qui allais acheter les journaux pour eux. Et comme j'aimais ça, lecture, et je n'avais pas les moyens de me procurer ces ouvrages-là, je faisais quoi? Je laissais tout le monde lire, ensuite j'étais tout le temps au bout de la chaîne, quoi. Je prenais le numéro et je le gardais chez moi. Et je gardais donc ça chez moi, donc du coup j'en avais une bibliothèque remplie d'hebdomadaires, journaux, de périodiques, tout ça. Quand ils avaient besoin de quelque chose, parce que dans le Warande, ils me disaient ouais, donc il y a une équipe, je vais me chercher. Et jamais le travail. Pour le temps qu'il y avait, l'humour qu'il y avait, pour la sincérité des trucs qu'il y avait là-bas. Et je connaissais pas ça depuis lors. Et dans d'autres occasions aussi. Donc quand je vous ai vu sur Facebook, je me suis dit, quand le livre là m'est tombé sous la main, parce que votre éditeur nous a fait le bonheur de nous en offrir deux, quand je me suis mis à lire, c'est au milieu de ma lecture que je me suis arrêté. Vous dire quand je suis en train de lire Savoureux Guinée. Pourquoi on y reviendra tout à l'heure? Parce que comme il l'a dit, c'est un livre qui ne vous laisse pas indifférent. Même fois, je me suis arrêté au bout de ma lecture pour me demander où est-ce qu'on peut nous conduire. On y reviendra. Quand le savoir de commencer. C'est très bien écrit. En plus avec le niveau de langue il est assez bon. Donc ce qu'on va faire, il y a une petite interview, un entretien qui va se passer entre nous deux pendant presque une demi-heure. Après on va donner la parole au public qui puisse interagir. Ce que nous cherchons ici, c'est un espace pédagogique. Un espace pédagogique, vous êtes entouré de jeunes qui aiment la lecture, mais aussi des jeunes qui prétendent à être peut-être des écrivains, chacun dans son domaine. Donc chaque fois que nous avons un écrivain comme invité, nous essayons de tirer de cet invité-là le maximum d'indications pédagogiques pour les aider à vraiment emprunter le chemin qui se sont choisis, c'est-à-dire le chemin de l'écriture. Ma première question est que votre parcours professionnel est très élogiant. Voilà. On est en train de tordre le cou au protocole. C'est un modèle qui doit d'abord lire son... Alors si vous voulez imposer aux gens des dizaines, voire des centaines de pages, pas agréables à lire, pas faciles à lire, qui ne apprend rien, qui ne les fait pas sourire, qui ne les fait pas rire, qui ne les touche pas, qui ne les procure pas d'émotion, je crois que c'est compliqué. Les gens vont être polis, ils vont ouvrir votre livre, ils vont le ranger après, et bon voilà, nous sommes au Sénégal, il n'y a pas de critique, ça n'existe pas, nos règles sociales, nos canaux de vie en commun interdisent qu'on critique les livres, alors que la littérature appelle bien un regard critique. Vous avez devant vous quelqu'un, j'espère qu'il en reste quelque chose, qui est un très grand rêveur absolutiste. C'est-à-dire, je me dis qu'une fois qu'on a pris sur soi de dire, moi je vais faire ça. Moi je ne suis pas allé devenir un footballeur parce que j'étais un mauvais footballeur quand j'étais jeune. J'ai essayé le basket, j'étais un peu moins mauvais, mais voilà. C'est-à-dire quand on fait quelque chose qu'on pose sur la table, si on n'est pas bon, il faut arrêter de le faire. Et chacun a une qualité qu'il peut
donc exploiter. Pour revenir donc à cette question de l'écriture et des langues, je parlais de précision, de clarté, pour que ce que vous racontiez soit compris, pour que la communication, qui est essentielle aux hommes, puisse s'instaurer de façon claire, sans confusion. Vous voyez là, c'est encore plus important pour les journalistes que pour la presse d'ailleurs, pour la littérature d'ailleurs, parce que là les gens vous lisent pour le plaisir, alors que les informations, les gens les lisent pour des questions pratiques. Si vous annoncez qu'il y a une inondation à côté du marché de Ndiarème, quand je prends ma voiture, je ne passe pas par là-bas. Alors si c'est faux, ou si vous êtes tellement mal exprimé que je croyais que vous parliez de l'autre marché, il y a un problème. Donc la précision est encore plus importante pour les gens. Maintenant, cette sorte de culte de la langue tient à quelque chose qui a à voir avec toujours l'art. La beauté est le but, je crois, premier de toute expression artistique. L'écriture poétique ou romanesque, c'est une activité artistique. Raison supplémentaire sur la clarté, raison supplémentaire donc sur la communication, raison supplémentaire, l'esthétique. Donc il faut écrire des choses belles, agréables à lire, pour cette raison-là aussi de rester dans la création, dans la créativité, dans l'art, la quête du tout. Parce que je parlais tout à l'heure de la difficulté qu'il y a à lire. Si vous imposez aux gens 100 pages, 200 pages, si vous ne leur apprenez rien, au moins amusez-les, au moins donnez-leur de la musique, parce que les mots aussi chantent. Hein? Les mots passent. C'est pourquoi il y a de la poésie d'ailleurs. Ils chantent timidement quand vous racontez une histoire, un roman, ou même quand vous parlez aux gens. Ils chantent un peu moins timidement quand c'est de la poésie. Par exemple. Donc, de toute façon, les mots, ils chantent. Et si vous les faites chanter au mieux, oui, je crois que M. Camara, qui m'a lu attentivement, parce que c'était avant l'apparition de ce livre, pour donner son avis à mon éditeur, sera d'accord avec vous, mais je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, mais je vais croire ça. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Dans la phrase que vous écrivez, il y a le sens que vous cherchez à donner. Et en tenant compte de ce que je viens de dire sur l'esthétique, hein, il n'y a plus seulement le sens, il y a aussi la beauté de la phrase. Quelle beauté? Qu'est-ce que vous voulez communiquer? De l'émotion, de la surprise? Qu'est-ce que vous voulez communiquer? De la musique, justement. Alors quand j'ai écrit une phrase, il arrive que je la refuse. Non pas parce que le sens n'est pas clair, il est très net. Non pas parce que je ne véhicule pas l'idée, l'obsession que j'ai, mais parce que à la lecture, j'ai pas ce plaisir d'entendre quelque chose, deux mots ensemble qui ne chantent pas, j'enlève un pour remplacer, etc. Il m'est arrivé de rester, voilà, je ne veux pas être accusé d'exagération, mais il m'est vraiment arrivé de rester toute une journée sur une phrase. Ou, fatigué, je l'abandonne pour continuer mon travail, mais étant sûr que je reviendrai sur cette phrase-là. Donc ça aussi, quand vous écrivez, insistez, battez-vous, les outils sont là. Il ne s'agit pas d'avoir toute la grammaire, toute l'orthographe, tout le vocabulaire. Hein. Les outils sont là, les dictionnaires, etc. Les dictionnaires des synonymes, parce que les synonymes n'existent pas. Chaque mot apporte une précision supplémentaire dans une direction quelconque. Si vous prenez 10 synonymes, pourquoi ils existent? C'est parce qu'ils ne disent pas vraiment tout à fait exactement la même chose. Donc, tu parlais de didactisme, de pédagogie. Je crois que c'est une formule aujourd'hui, vous qui écrivez sur des ordinateurs avec des logiciels qui vous parlent, vous avez résolu des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre nous, parce qu'on écrivait sur des cahiers d'écoliers, un manuscrit illisible, après on se battait avec la secrétaire qui l'avait tapé, est-ce que c'est nous qui avons fauté, etc. C'est très compliqué. Aujourd'hui, les ordinateurs corrigent votre texte. Vous êtes plus libéré maintenant pour faire de la créativité, pour faire de l'invention, pour écrire aisément. Mais ça ne vous absout pas de vous instruire et de vous cultiver. Au contraire, ce qui amène à la lecture, ce qui amène à l'écriture, c'est la lecture. Plus vous avez lu, plus vous pourrez
mieux vous pourrez écrire. Et les influences, les bonnes influences, les choses que vous allez ramasser dans le champ, dans les bibliothèques, etc., et qui vont vous influencer, les mots qui vont vous venir quand vous allez écrire, vous ne saurez peut-être pas si c'est venu de Rougon-Macquart ou si c'est venu de... C'est quelque chose qui habitera votre mémoire de façon lointaine. Et quand vous écrivez, mais cela vous vient. Cela vous vient. Il y a, c'est vrai, des prédispositions peuvent exister chez les uns plus que chez les autres. Mais je crois au travail. Charles Baudelaire, il dit que le génie, c'est 90% de sueur, n'est-ce pas? Et 10% de talent, d'inspiration. Il le dit de plusieurs façons. Et inspiration, transpiration. Il dit 90%, parfois même il dit 95%. C'est l'une de mes lectures préférées, de toute façon. Donc c'est quelqu'un qui a ce culte de la phrase, comme dit Amadou de moi. Il y en a beaucoup, et tous ces gens qui ont ce culte, c'est eux qui sont restés dans l'histoire. Si on pense à ceux qui ont fait notre culture, les grands écrivains, hein, qui ont fait ceux qui nous avons fait des classiques, les Hugo, jusqu'à Rimbaud, les poètes comme les Balzac, les écrivains, les historiens même qui se sont distingués dans des textes de grandes factures littéraires, sont restés plus que les historiens qui ont fait tout simplement les chroniqueurs, qui ont rapporté des faits brutalement, froidement. Donc l'écriture a quelque chose, la quête d'une écriture souple, agréable, lisible, a quelque chose de plus qu'il apporte à même à la pensée. Pour revenir à Baudelaire, il le dit ainsi. Il dit une écriture lisible sert à penser clairement. De même qu'une pensée puissante et claire sert à écrire lisiblement. Ce que j'appelle moi-même, une formule un peu bête, le cercle vertueux de l'écriture. Il dit qu'une écriture lisible sert à penser clairement. Mais ça, dès que vous écrivez, vous vous en rendez compte. Quand vous êtes inspiré, par exemple, vous écrivez, les choses vous viennent tranquillement. Parce que ce que vous écrivez est clair dans votre tête. La pensée ne se fatigue pas à chercher ces mots. Et si ce que vous voulez écrire est clair dans votre tête, dès que vous commencez, vous savez quoi faire. Ça coule de source. Et donc les deux se tiennent. Donc il faut d'abord avoir quelque chose à dire, savoir qu'on a quelque chose à dire, c'est quoi ce qu'on va dire, savoir comment on veut le dire, et une fois que ces conditions sont réunies, commencer à le dire. Et normalement, si vous n'êtes pas indigent dans la langue que vous utilisez pour écrire, ça devrait aller de soi. En fait, et aussi être patient parfois devant les difficultés de la structure d'un texte. Ne pas forcer les choses, se dire, oui, fermer un manuscrit, aller se promener, voyager, aller voir ses amis. Les fameux false start, quoi. Pour les faux départ, quoi. Voilà. Fermer, après revenir au fermer texte. Et revenir au texte pour mieux l'aborder. Pour mieux l'aborder. Justement, quel est le temps de maturation de Sabouritine? J'ai parlé avec le professeur André avant-hier. C'est le premier à avoir écrit un grand texte sur Sabouritine. Mais jusqu'à présent, chaque fois qu'on parle, il me pose une nouvelle question. Et c'est la première fois, avant-hier seulement, 3 ans après ou 4, qu'il me pose la question du temps. Je dis, j'ai pas envie de faire du chiquet, quoi, de jouer de me la jouer. Hein? Mais je crois que ça a pris, si on considère seulement le temps d'écrire, ça a pris au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Et si on prend maintenant le temps de maturation, comme vous dites, parce que je parle de choses qui sont passées il y a longtemps, Véronique Petitin, dans sa très belle critique de Sabouritine, a parlé de transmutation du réel. Dans ce réel, vous voyez la pertinence, la véracité de la réponse que je suis en train de vous donner. Parce que Tala vit la même chose. Il écrivait des choses quand il était jeune. Et ce qu'il voulait écrire, c'était un roman avec un seul personnage dans une chambre. C'était sa gageure. Et ça a été ma gageure pour faire Sabouritine. Et on lit Sabouritine jusqu'à la page 180
n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, 190. Voici un personnage dans une chambre, seul, pour un roman. Tout le roman est construit dans ces 2 tiers, sinon plus, autour d'un seul personnage qui est dans une chambre et qui rêvasse, qui se souvient et qui se projette. Et c'est quelqu'un qui, un jour, sous la pression de la société, prend tout son bagage, tous ses écrits qu'il a, qui étaient son apprentissage de la littérature, pour aller jeter ça à la mer. J'ai perdu des écrits, moi-même. J'ai perdu des écrits qu'en écrivant Sabrou-Djiné, j'ai essayé de ramener. C'est toute la partie en italique dans Sabrou-Djiné. Vous trouvez belle mise en abîme entre l'histoire de Massata et l'histoire de Kara? Oui, le mise en abîme, intradiégèse, etc. Ça, je laisse ça aux exégètes. Parce que les universitaires, à la sortie du livre, ont beaucoup parlé de ça. Et certaines expressions, je les découvrais moi-même, parce que je n'en savais rien. À la limite, j'avais utilisé des procédés littéraires de façon instantanée. Des procédés littéraires qu'ils ont qualifiés de rares. La mise en abîme, l'exégèse, etc. Mais c'est ça la création, justement. C'est-à-dire quand vous interrogez ce que vous écrivez, je le dis souvent de façon plus brutale comme ça, aux gens qui viennent nous dire, mais je veux écrire, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'évacue la question du temps, je leur dis qu'on n'écrit pas avec du temps, on écrit avec de l'énergie. Ensuite, je dis, il faut surtout commencer. Tu as dû m'entendre dire ça une fois, Amada. Quand vous écrivez n'importe quoi qui prend plus de 10 pages, à partir de vos 10 pages, c'est ce que vous écrivez qui vous pose des questions auxquelles vous devez répondre. Tous ceux qui écrivent ici doivent peut-être, s'ils ne l'ont pas formulé comme ça, avoir eu la même impression. C'est-à-dire, un moment, c'est le livre là qui vous tient, qui vous dit, mais oui, il ne faut pas avancer, tu ne peux pas me laisser là. C'est comme si vous aviez eu... Voilà, tu ne peux pas me laisser là. Et là, à ce moment, tu réponds. Bon, si tu ne peux pas répondre, tu es conscient qu'il te faudra répondre. C'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la phrase. Tu avances, mais tu sais que tu reviendras. Et le fait d'avancer, parfois, te fait trouver la réponse ailleurs. Et tu dis, c'est pas ici. C'est à la 10e page, c'est à la 20e page que j'ai passé et tu reviens. Donc quand vous écrivez un roman, en tout cas, vous êtes aussi une sorte de monteur, comme au cinéma. C'est-à-dire, si vous vous retenez, si vous voulez vous laisser emprisonner par la linéarité, par une intrigue qu'il faut tenir du début à la fin, vous risquez de faire quelque chose de banal. Laissez-vous aller à ces questions que vous posez, ce que vous écrivez, répondez-y si vous pouvez tout de suite, si vous ne pouvez pas continuer, gardez ça en tête vous-même, sinon même si vous oubliez le livre va vous ramener à ça, etc. Et n'ayez pas peur, non, je suis trop loin de ça, je vais essayer de voir comment je vais mettre la question, la réponse de la question posée à la page 10, à la page 129, de manière à ce que ça soit intelligible pour mon lecteur. Voilà, tout ce jeu, je crois, a amené ce dont Camara parlait tout à l'heure, Mamadou, que c'est écrit de manière nouvelle, on va dire ça, quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qui a été écrit, mais pourtant qui ne dépayse pas un lecteur expérimenté. Même si vous vous dites comme toi, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il veut dire, vous sentez que vous êtes dans la discussion romanesque. Vous sentez que vous n'êtes pas dans quelque chose de désordonné. Vous sentez que ce désordre, il est organisé. Vous sentez que ce gars qui parle de lui à la première personne et qui tout de suite après se détache pour se nommer à la troisième, ne le fait pas parce qu'il est étourdi. N'est-ce pas? La première fois, vous pouvez revenir. Et ça, c'est un jeu que je fais exprès. On pourrait revenir ça. Je l'ai écrit, je l'ai lu. Dans les 10-20 premières pages du livre, j'interpelle le lecteur. Chaque fois, je dis, cher ami lecteur, si vous êtes encore en train de me lire, si, ça c'est pour créer une sorte d'interaction. Vous vous sentez impliqué dans ce que j'écris dès les 20 premières pages. Donc, vous êtes, comment dire, concerné par ces choses-là. C'est ça qui fait que vous revenez. C'est ça qui fait que vous êtes... On vous avait demandé d'être patient. On vous avait demandé de faire attention. On vous avait prévenu qu'on va emprunter à la littérature